Donc, comme il a été dit, l'objectif, c'est de vous montrer comment les sciences, les maths, l'informatique peuvent être utiles dans le cas d'enquête criminelle. Et cette collaboration est une collaboration que nous avons depuis un certain nombre d'années maintenant avec une institution qui s'appelle l'IRCGN, c'est l'Institut de recherche en criminologie de la Gendarmerie nationale, qui est un énorme laboratoire dans lequel vous allez trouver véritablement de tout. Des gens qui font de la chimie, des gens qui font de la médecine, des gens qui font de l'informatique, des statisticiens, des mathématiciens, qui sont tous gendarmes. Donc les gendarmes ont une filière de recrutement très spécifique pour des scientifiques. Et vous avez deux sortes de gens là-dedans. Vous avez des gens qui sont des permanents de la gendarmerie, des officiers de gendarmerie, qui s'occupent de faire des enquêtes criminelles et d'appliquer la science lorsqu'il faut pour extraire ou reconstituer des données. Et d'autre part, vous avez des réservistes, c'est-à-dire c'est des jeunes comme vous qui donnent un grade, en général sous-lieutenant, et puis qu'on peut employer 20 jours, 10 jours par an à aider sur quelque chose de bien spécifique. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait là, vous touchez à la véritable criminalité, c'est-à-dire à la pointe de ce que les gens font de mal, et vous pouvez voir véritablement les outils qui sont utilisés. Et souvent, l'apport d'informatique et l'apport d'un peu de maths permettent de gagner énormément. Alors je vais vous donner quelques exemples, ça dépend du temps dont on disposera. Et je vais vous montrer également des cas réels, de cas réels. J'espère que vous pouvez regarder des images un peu explicites ou fortes, parce qu'il y a quelques images de scènes de crime. Donc, aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que, lorsque vous avez une scène de crime, typiquement un crime violent, il y a énormément d'informatisation qui entre en scène. Typiquement, il existe aujourd'hui des caméras qui peuvent prendre des images à une résolution extrêmement forte qu'on va installer dans la scène de crime. Et ces caméras-là vont filmer en très haute résolution sur une sphère tout ce qui se passe autour. Et on va les bouger, la caméra va se caler, va prendre des images et on pourra aller jusqu'à voir des détails de type un cheveu sur un fauteuil. C'est-à-dire que tout ça va être numérisé de sorte à ce que lorsqu'après on range la scène de crime ou on déplace le cadavre ou on déplace je ne sais quoi, n'importe quelle petite goutte de sang, n'importe quel petit objet ou mégot de cigarette, on sait exactement où est-ce qu'il était et ça permet de reconstituer pour voir véritablement ce qui s'est passé. Donc sur des scènes comme ça ou des outils comme ça qui sont extrêmes, il y a aussi des problématiques de coût et je vais vous montrer comment on avait aider notamment des enquêteurs à pouvoir faire des reconnaissances faciales sur des bases de données d'une manière très efficace. Alors je vais vous montrer le principe algorithmique de ce qu'on a fait. J'ai essayé de rester un petit peu simple au niveau du concept. Alors supposez que vous avez une base de données dans laquelle vous avez des images, des photos de gens qui ont commis des crimes ou qui peuvent être suspects. Et vous avez quelqu'un qui a été pris en photo et vous voulez le comparer à cette base pour le rechercher ou pour simplement savoir s'il est dedans. Ça s'appelle le problème de l'identification. Alors, ces algorithmes-là sont des algorithmes très consommateurs en ressources de calcul parce que vous allez vouloir ne pas avoir des faux positifs ni des faux négatifs. Et donc, chaque fois où vous interrogez la base de données et puis vous lui posez la question si effectivement le suspect est dedans ou pas sur une entrée donnée, vous allez payer un coût calculateur très grand. Et donc, je vais vous expliquer comment, typiquement, en utilisant des maths, on arrive à optimiser ça et on arrive à plusieurs ordres de grandeur d'accélération. Donc, là, je fais dans ce transparent-là un transparent qui explique le problème de l'identification biométrique. Donc, vous avez quoi ? Ici, on prend, pour exemple, juste pour simplifier, des empreintes digitales, mais effectivement, ça marche pour c'est surtout utile pour des choses qui sont des biométries qui sont plus sophistiquées que celles-là. Et donc, on a des empreintes digitales, donc on a une base d'empreintes digitales, on a K empreintes digitales, et on a une acquisition B. Donc, le B, c'est le suspect, et je veux savoir si le B existe à l'intérieur de ma base. Alors, ça peut aussi être une comparaison d'ADN, ça peut être toutes sortes d'autres choses, mais qui sont très consommatrices en calcul. Et notre but, c'est de savoir quel est en fait le BI ici, qui est le plus proche de ce B qu'on vient d'attraper.
et donc d'identifier le suspect en disant, ben voilà, lui on le connaît, il est dans la base. Et en fait, à cette fin, on a une boîte de comparaison magique. Et donc la boîte de comparaison magique, c'est une boîte dans laquelle on va faire entrer un candidat BI avec le B qu'on a, et elle va nous sortir un oui ou un non. Mais comme vous voyez, cette boîte, elle a une propriété qui ne vous a pas échappé, c'est cette fente-là qui vous invite à payer 1 € chaque fois que vous faites une comparaison. D'accord ? Donc ça a un coût, une comparaison, et le coût c'est le temps. Et donc votre problème, c'est d'appeler cette boîte magique aussi peu de fois que vous pouvez. Et donc nous savons que si on paye au moins K €, ben, on aura fait toute la base de données et donc on a identifié ou on a exclu le suspect pour sûr. Mais la question c'est est-ce qu'il y a une meilleure stratégie? Et est-ce qu'on peut identifier quelqu'un en faisant moins de calculs? Et si vous pouvez identifier quelqu'un en faisant moins de calculs, eh bien, vous pouvez faire des recherches plus profondes, c'est-à-dire essayer de le chercher d'une manière qui est beaucoup plus fine et avoir moins de risques d'erreur. Donc c'est un véritable problème, surtout avec les bases de données judiciaires actuelles. Et en fait, la réponse est oui, si jamais on ajoute un certain nombre d'hypothèses, et c'est ce dont je vais vous parler d'abord. Donc, la première idée consiste à dire on ne va pas, et là je donne un exemple qui est exprès fait pour vous illustrer, je suis parti sur les empreintes digitales parce que c'est simple, et maintenant on va partir sur la hauteur. Donc je vais non seulement enregistrer les empreintes digitales de la personne, mais un second paramètre qui est par exemple la hauteur de la personne, c'est-à-dire la taille de la personne. Et donc, ce qu'on pourrait faire maintenant, une fois qu'on a la hauteur, c'est qu'on prend la personne, on mesure sa hauteur h, on mesure la hauteur h' de l'entrée de la base de l'entrée associée à BK dans la base de données, et ensuite on va trier les BI par ordre de sa croissant, de sorte à en fait minimiser notre espérance de dépense. Donc grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, on fait un premier pré-tri en prenant la hauteur des gens. Donc je regarde la personne qui est à l'entrée, je mesure sa hauteur, ça c'est rapide. Hein, donc je dis, je regarde avec une règle. Et puis j'ai dans la base de données une hauteur qui est associée à chacune de ces données biométriques. Et je vais faire quoi? Je vais en fait regarder la différence entre la hauteur mesurée et la hauteur de chacune de ces entrées. Ça va me donner une prédiction pour dire bah, il vaut mieux commencer par lui parce qu'il a déjà la bonne hauteur, donc commence déjà par faire ça. Et mesurer la hauteur, ce n'est pas quelque chose qui nous coûte cher. Donc en fait, on va faire ça par ordre croissant. Alors vous allez dire, bah oui, mais il triche. Il triche. Pourquoi il triche? Il triche parce que après tout, en fait, sa donnée biométrique, dans le problème tel qu'il nous l'a présenté, c'est en fait pas BI, c'est BI et HI ensemble. Donc il est en train de nous parler d'une autre biométrie. Il n'est pas en train de nous parler des BI, il est en train de nous parler de BI et HI, et il nous a vendu maintenant une sorte de raccourci, mais en fait qui n'en est pas. D'accord? Donc, okay. Donc il va demander quelque chose de plus. Eh bien, rien ne nous empêche d'extraire les HI des BI. C'est-à-dire que ce que je utilisais pédagogiquement pour vous illustrer comme quelque chose qui est totalement indépendant des BI peut être quelque chose qui est extrait des BI. Par exemple, dans une empreinte digitale, vous avez ce qu'on appelle des minuties. Alors les minuties, qu'est-ce que c'est? Les minuties sont des points distingués, c'est-à-dire c'est là où des lignes se rencontrent, où des lignes se séparent, où vous avez des cassures au niveau de l'empreinte digitale. Et donc on peut très bien compter combien il y en a, par exemple. Donc il est vrai que lorsque vous posez un doigt quelque part, vous pouvez avoir des saletés qui vont vous créer des fausses minuties, c'est-à-dire, je ne sais pas, une saleté qui était là et qui a interrompu une ligne, donc du coup on se dit il y a une minutie de plus, ou alors au contraire de l'occlusion parce que vous n'avez pas vraiment posé votre doigt comme il faut, et donc il y a des minuties qui ne sont pas apparues. Donc le compte des minuties peut être approximatif. Je peux calculer par exemple la densité de minuties par centimètre carré, ou alors je peux faire toutes sortes d'autres choses, calculer par exemple la distance moyenne entre des minuties, le positionnement du centre de gravité, etc. Donc je peux tirer de l'information biométrique que j'ai un résumé, quelque chose qui est une sorte de comparaison rapide, d'accord, quelque chose qui va me permettre de faire un pré-tri, et une fois que j'ai fait ce pré-tri, et bien là je vais aller payer les euros, toujours en regardant
comment est-ce que je peux faire les choses dans un ordre logique. D'accord ? Alors, si on précalcule toutes les données DI que j'ai mis ici, qui sont les densités d'avance, on les calcule une fois lorsqu'on a mis le template à l'intérieur l'information à l'intérieur de ma base de données. Bah, c'est prêt. Donc, lorsque quelqu'un se présente à l'accueil, je dois juste simplement recalculer ça pour le D pour son empreinte. Et puis, je me positionne sur ma base de données là où il faut. Et là, qu'est-ce que je fais ? Ben, je fais un à droite, un à gauche, un à droite, un à gauche, enfin par distance, hein, si on suppose qu'ils sont équitablement distribués à droite à gauche, par exemple. Et en fait, je m'éloigne chaque fois par ordre croissant. Bon, alors là, c'est super simple et super facile. Et la question, en fait, qu'est-ce qui se passe maintenant si on a deux scalaires ? Alors maintenant, vous allez dire, ok, très bien, il a mesuré la densité de minutie par centimètre carré ou la hauteur du gars ou peu importe quoi. Alors on sait comparer, on compare ça par ordre. Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant ça ne suffit pas, c'est-à-dire que ça ne me donne pas un positionnement suffisamment fin dans ma base de données, et ce que je souhaite, c'est avoir plus d'informations pour pouvoir mieux viser le plus probable. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que, bon, c'est toujours un exemple, mais je prends le suspect, je mesure sa hauteur et je lui fais passer un test de QI. Alors vous allez dire pourquoi un test de QI ? Parce que je veux quelque chose qui est totalement orthogonal à sa hauteur. D'accord ? Soit parce que quelqu'un est grand qu'il est intelligent, ou petit il est bête, enfin bon, il n'y a pas de, ou à l'inverse. D'accord ? C'est des choses qui sont totalement décorrélées. Et donc c'est pour vous montrer qu'en fait, effectivement, on a deux grandeurs qui vivent leur vie dans des mondes séparés et qu'on va pouvoir comparer. Bon, là, on est un peu troublé. Alors, la première chose, c'est que si effectivement la différence des hauteurs entre le candidat et le candidat dans la base de données et le suspect est faible, et si la différence des QI est faible, c'est-à-dire il est aussi haut et aussi intelligent ou aussi bête que la personne à qui je compare, à partir de ce moment-là, il n'y a pas véritablement de problème et on peut partir directement sur la comparaison de celui-là. Donc il est parmi les premiers à comparer. Si la différence est grande, c'est-à-dire que je vois qu'il y a une grande différence entre la hauteur, entre les deux hauteurs et une grande différence entre les QI, et bien là non plus, j'ai aucune incertitude et il va être fait en dernier. Mais la question se pose, qu'est-ce qu'on fait dans les autres cas ? Qu'est-ce qu'on fait dans les cas où on a quelqu'un qui a une grosse différence de hauteur mais une faible différence de QI, ou une forte différence de QI, une faible différence de hauteur ? Et en fait, il y a un autre problème qui se greffe à ça, c'est-à-dire que si on veut pondérer ça d'une certaine manière, il faut que j'arrive à convertir du QI en hauteur, ou du hauteur en QI, parce que combien d'unités ici valent une unité là, et inversement. Comment est-ce que je fais pour pondérer ? Donc en fait, on est en train de comparer des pommes et des tomates, donc c'est des choses qui sont vraiment comparables. Donc la question c'est comment on fait pour s'y prendre. En fait, la solution, vous avez tous fait des stats, j'imagine. Donc, je ne sais pas si on a des littéraires ici ou je ne sais pas ce qu'on a comme population. Mais en fait, la solution va consister à calculer ça. C'est-à-dire que notre critère de comparaison ne va plus être simplement la différence entre les QI valeurs absolues ou la différence entre les hauteurs. Mais vous voyez qu'en fait, on a ici une norme et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la diviser par ce facteur, histoire de pouvoir prendre en compte la variation des QI et la variation des HI entre eux. Et c'est en fait ça qu'on va comparer par ordre croissant on va comparer par ordre croissant de TI comme ça. Alors, on va faire juste un petit test pour ceux d'entre vous qui ne sont pas matheux ou qui ne sont pas informaticiens, ou pour qui les maths sont un peu loin. Donc en fait, si on veut savoir ce qui se passe, si on avait une seule variable, et donc supposant que tout le monde dans la population a le même QI,
donc la variation se fait que sur la hauteur. Donc la formule qu'on avait avant aura ici un 0, et puis ici on aura quelle est hauteur. Est-ce que ça impliquerait ça? Effectivement, oui. D'accord? Donc on retombe sur nos pieds. Et ça, c'était en fait notre critère de sens commun. Hein. C'est notre critère de bon sens, de bon sens initial. D'accord? Alors, est-ce qu'on a terminé? En fait, non. On n'a pas terminé parce que, comme je vous ai dit, j'ai supposé que le QI et je supposais que la hauteur sont indépendants. Alors, le problème, c'est que s'ils ne le sont pas, vous risquez d'avoir un facteur qui va compter 2 fois. Alors, un facteur qui va compter 2 fois, vous avez un exemple ici. Par exemple, si je demande aux gens leur poids et leur âge. Alors, le poids et l'âge ne sont pas indépendants parce que les enfants, par exemple, pèsent moins que les adultes. D'accord ? Et donc, on voit que si jamais je fais ce que je venais de faire avant ce calcul, il y aura un facteur caché qui va compter 2 fois. D'accord ? Alors, la question, c'est ce serait dommage en fait de jeter des variables qui sont corrélées et plutôt que de les utiliser. Ce n'est pas parce que ces deux-là ne sont pas indépendants que connaître l'âge de quelqu'un ne m'ajoute pas une information supplémentaire par rapport à son poids. Alors, comment prendre ça en compte ? On peut. Alors, voilà ce qu'on va faire. Donc, on va corriger. Donc, un rappel sur vos cours de stats. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ρ, c'est-à-dire le coefficient de corrélation. Et donc, ici, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, vous avez des variables. Donc, ici, j'ai le QI, le poids et la hauteur. Alors, évidemment, le QI et le poids et le QI et la hauteur n'ont aucune corrélation entre eux. Donc le ρ est 0 ici. Mais par contre, le coefficient de corrélation entre H et W, c'est-à-dire entre la hauteur et le poids, est non nul. Et donc, en fait, on va se servir de ça pour calculer ce facteur ici. Donc, je l'ai renommé ρ par facilité pour ne pas avoir à trimballer en fait, les H, W. Et donc, vous voyez qu'en fait, on va avoir quoi ? On va avoir ici un facteur de correction qui va nous permettre d'enlever la contribution de ces grandeurs qui auraient autrement contribué 2 fois et voté 2 fois. D'accord ? Et ça, c'est très facile à généraliser à plus de variables avec plus de corrélations. Et donc, quand on applique cette chose-là, par exemple à des algorithmes de reconnaissance faciale pour des suspects, on arrive à plusieurs ordres de grandeur, c'est-à-dire de près de 2,5 fois plus rapide parce que simplement on fait un pré-tri pour un même taux d'erreur de faux positifs et de faux négatifs. Alors là-dessus, en fait, on se sert. Donc en fait, cet algorithme, une fois qu'il a été développé, il a été utilisé après il fait qu'il a été codé. Enfin, c'est pas des traits automates, mais c'est pour vous montrer comment des fois, lorsqu'un enquêteur va utiliser un outil, des petits ajouts de science, pas forcément des ajouts très très compliqués, permettent, des choses qui sont naturelles pour nous, permettent de gagner beaucoup en efficacité. Donc ça, c'est un exemple que j'ai choisi pour vous montrer comment identifier un suspect rapidement. Le deuxième exemple que je souhaite vous montrer est une vraie analyse d'un dispositif frauduleux que nous avons fait à la demande d'un tribunal. Donc ici, il s'agit d'une carte à puce qui a été modifiée par des fraudeurs. Et ce que j'aimerais faire, c'est de vous montrer comment, avec mes doctorants, on s'est attaqué à ça et comment les fraudeurs ont procédé. Alors, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'une mission d'expertise judiciaire. Donc, c'est un juge qui vous contacte quand vous êtes un expert et qui vous dit, j'ai un problème, est-ce que vous pouvez le résoudre ? Alors, ce problème-là, ça peut être 10 000 choses. Hein. Ça peut être, j'ai un téléphone mobile que j'ai récupéré, qui a été cassé par quelqu'un, et puis il faut lire le contenu de sa mémoire alors qu'il ne fonctionne plus. Ça peut être des choses extrêmement bizarres sur des enquêtes liées à l'informatique qu'on vous donne. Typiquement, il y a peu de temps, j'étais confronté à une affaire bizarrissime. C'était un type un directeur financier qui s'est retrouvé en prison
Il s'est retrouvé en prison parce que, en fin de semaine, ce type-là envoyait un fichier Excel à la banque pour que la banque fasse des virements. Et la banque vérifiait que le fichier était correctement signé par une clé qu'il était le seul à avoir, donc c'est une clé physique qu'il était le seul à avoir, et elle exécutait le paiement. Et là, la banque a reçu une demande de virement par laquelle ils ont viré à peu près 3 millions d'euros sur un compte à Hong Kong. C'était dans le fichier Excel. Et puis on a accusé le gars d'avoir passé en fait cette transaction-là. Heureusement pour lui, il y avait un stagiaire qui était chinois qui a disparu de l'entreprise juste la semaine avant, sans donner de nouvelles. Et donc on a commencé à s'intéresser à savoir ce qui s'est passé. Donc toutes les hypothèses étaient que il y avait là une fraude où on lui a volé des clés qui lui permettaient de signer, mais c'était enfermé dans une clé physique. Donc on s'est posé la question comment, le fichier, ou qu'on lui a pris la clé ou qu'il a prêté la clé. Mais en fait, ce n'était pas le cas. Et donc en examinant le fichier Excel qui a été envoyé à la banque, on a découvert un truc très bizarre en fait. C'est-à-dire que la fraude a été faite de la manière suivante. Le stagiaire chinois préparait le fichier avec tous les comptes et tous les montants et l'envoyait, et les fournisseurs, et l'envoyait au directeur financier. Le directeur financier, ce qu'il faisait, c'est qu'il vérifiait que c'était raisonnable, et à partir de ce moment-là, si le fichier Excel était bon, il le signait avec sa clé, et puis il l'envoyait à la banque qui exécutait les paiements. Lorsqu'on regarde le fichier Excel, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le stagiaire avait envoyé un fichier Excel dans lequel une des entrées, c'est-à-dire l'entrée qui correspondait à ce virement-là, avait une formule dedans qui était si aujourd'hui inférieur égal à telle date, alors afficher 4, sinon afficher 6 millions ou je ne sais pas combien. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, et le numéro de compte était aussi pareil, changé. Donc, lorsque ce fichier a été transmis, par exemple, le vendredi, on l'ouvre, Excel, bête et discipliné, exécute et puis affiche un montant et un numéro de compte, ça passe chez le directeur financier le signe, l'envoie, le week-end passe, le lundi les banques sont fermées, le mardi elles ouvrent, trouvent ça sur leur mail, vérifient la signature est bonne, on fait le virement et l'argent disparaît. Donc des fois vous trouvez des choses qui sont très contre-intuitives et parfois très très simples. Un autre exemple auquel on a été confronté, pour lequel vous n'avez pas vraiment besoin de faire des maths, c'était une banque qui avait un système dans lequel il y avait un système d'ouverture de la banque et qui permettait aux commerçants de déposer leurs chèques et leurs liquides dans une sorte de boîte. Et là, pareil, en fait, il y avait des écritures qui manquaient, c'est-à-dire qu'il y avait des commerçants qui se plaignaient qu'il y avait des écritures qu'ils n'arrivaient pas à trouver, enfin des chèques qu'ils ne trouvaient pas, de l'argent qu'ils ne trouvaient pas. Et donc, pareil, audit approfondi, comme vous allez voir, au niveau électronique, des systèmes de contrôle d'accès, etc. Regardez quels sont les signaux qui sont transmis entre les cartes des employés, etc. Parce qu'il y avait de l'inspection des caméras. Et finalement, en fait, ce qui a été trouvé, c'était assez simple. En fait, la fraude était assez basique. C'est un papy qui est à la retraite, qui s'ennuyait un peu. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il a pris un énorme coffre, un énorme cadenas et une énorme chaîne. Et il a pris un peu des pierres, des choses comme ça. Il les a mis le week-end le dimanche devant la banque, et avec un écriteau où il a refait un logo sur son imprimante qui disait durant les travaux, veuillez déposer vos chèques dans le coffre. Et puis un coffre qui était attaché avec un truc assez imposant devant la banque. Et donc il y avait vraiment un coffre imposant avec une chaîne imposante et un cadenas imposant. Et les gens ils voient le logo de la banque, ils le mettent dans le coffre. Et il y a des travaux, il a scotché la vraie. Et donc en fait vous voyez que c'est scotché, donc vous dites ok, les travaux, donc il mettait ça dans les travaux. Après il venait avec sa voiture, il ouvrait le cadenas, il prenait le coffre et puis il ouvrait les trucs, il prenait l'argent. Donc vous passez parfois un mois à essayer de comprendre ce qui s'est passé, et puis c'est après que vous avez fait l'année, c'est pas inutile parce que vous comprenez comment marche un système de contrôle d'accès, mais parfois vous avez des surprises. Donc là, c'est beaucoup plus technique que ça. Donc en 2011, le GE Cartes Bancaires en France, c'est-à-dire le groupement de cartes bancaires en France, a noté
qui a à peu près une douzaine de cartes EMV, c'est les cartes bleues normales, telles que vous les connaissez, qui ont été volées en France, qui ont été utilisées pour faire des transactions en Belgique. Et le montant total pour lequel les transactions ont été faites était de l'ordre de 600 000 euros, qui ont été volés en faisant à peu près 7 000 transactions à l'aide d'une quarantaine de cartes modifiées. Et donc la justice pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont fini par attraper une personne qui a effectivement utilisé ces cartes-là. Et donc on a eu la carte, donc c'est ça ce que vous recevez, c'est ce qu'on a reçu. Donc c'est un scellé judiciaire, c'est-à-dire que là c'est scellé à de la cire, et là vous avez l'objet qui est à l'intérieur. Donc là on a caché juste le nom des porteurs. Alors vous allez me dire comment on les a attrapés. Comment on les a attrapés déjà, si vous avez des fraudeurs, je vais vous révéler comment on attrape des fraudeurs, comment on attrape des violeurs, comment on attrape des terroristes. Alors ça c'est assez simple. En général, en France, en France ou même à l'étranger, les violeurs en série, on les attrape assez facilement. Pourquoi? Parce que, en fait, aujourd'hui, on a tous sur nous un téléphone mobile. Et ce téléphone est accroché à ce qu'on appelle une BTS, c'est une station de base. C'est une antenne qui va dans un rayon de quelque chose comme 1000 mètres en zone urbaine, accrocher un téléphone mobile et le gérer lorsqu'il entre dans sa cellule. C'est pour ça qu'on appelle ça un téléphone cellulaire, puisqu'il y a des cellules. La cellule de la BTP, de la station de base. Donc c'est de cette antenne et de ce relais. Et donc, lorsque un violeur va violer quelqu'un, il pense en général à son méfait, il ne pense pas au fait qu'il a sur lui un téléphone mobile. Le téléphone mobile, ça fait partie de notre vie. Et donc, il va violer. Et donc, une fois qu'il a violé, on sait que le viol a eu lieu à un endroit donné, d'accord, c'est-à-dire on sait où ça s'est passé, à une heure donnée. Et donc on sait quels sont les téléphones mobiles qui étaient à cet endroit-là, à ce moment-là. Alors on va attendre un peu, bon la police va quand même enquêter, mais on va attendre un peu, et puis il va y avoir un autre viol ailleurs. Et puis pareil, on va avoir une autre collection de téléphones mobiles, en fait de cartes SIM, qui était à proximité du deuxième lieu de viol. Et là il suffira simplement de faire l'intersection pour trouver le téléphone du violeur. Donc, en général, ils tombent comme ça, parce que c'est des gens qui sont obsédés par le fait de tuer ou de violer ou de faire quelque chose. Je ne parle pas des criminels rationnels, mais des criminels qui agissent par pulsion. Ceux-là ne vont pas faire attention, et puis en général, ils tombent comme ça. Alors là, c'est un peu plus fin. Alors, est-ce que l'un de vous peut imaginer comment on a fait? Parce que là, il n'a pas violé en même temps, il n'a pas tué non plus. Oui. Les transactions qui se font par carte bleue, il y a un signal téléphonique qui est envoyé à la banque depuis le boîtier d'où a été émise la transaction. Peut-être que ça oui, mais c'est encore plus simple que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a simplement les coordonnées du commerçant, la date et l'heure. D'accord? Donc on sait en fait où il est, on sait que c'est telle prise unique, c'est telle Galerie Lafayette, etc. Donc on sait exactement où il est. Exactement ça. C'est-à-dire que ces personnes-là communiquent en général par des téléphones mobiles parce que ce qu'ils achètent, c'est des choses qui sont chères et qui n'ont pas beaucoup de volume pour pouvoir les exporter et les revendre. Donc, si c'est d'acheter de la bijouterie, des choses comme ça, des téléphones mobiles électroniques, ce genre de choses. Et donc, en général, ils ont tous des réseaux de gens qui les collectent. Et donc là, effectivement, sur les transactions, la personne a fait la bêtise d'avoir simplement sur elle son téléphone mobile. Donc, on a trouvé l'un de ses porteurs, une fois qu'on a détecté ça, et puis on est venu frapper à leur porte pour essayer de les attraper. Et donc, on ouvre le scellé, et qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? On trouve une véritable carte, ce qu'on appelle 7816, c'est-à-dire une carte à contact. C'est la norme des cartes à puce à contact. Et cette carte indique que c'est une carte Visa de la caisse d'épargne. Et là, un PAN, c'est ce qu'on appelle un Permanent Account Number, c'est le numéro que vous avez dessus, qu'ici on a un peu étoilé pour des raisons de respect de vie privée. La carte expire en 2013. Le nom du porteur, on peut l'abrévier par PES. Alors tout ça, c'est important parce qu'on le verra après. Et puis derrière la carte, il y a le CVV, c'est-à-dire le code de vérification de la carte. Et toutes ces données-là ne sont pas des données fantaisistes. Ça correspond effectivement à une carte de caisse d'épargne qui a été donnée à ce monsieur PS, qui datait de 2013, etc., et qui a été volée. Okay, donc le corps de la carte paraît normal, et il est normal. Quand vous tournez la carte, vous voyez qu'en fait le dos de la carte a été déformé. Donc ici vous avez
une photo en fait, de cette déformation-là. Et en fait, cette déformation-là, elle se cause en chauffant la carte. Alors pourquoi on a besoin de chauffer la carte? Lorsque vous voulez détacher le module. Alors le module, c'est la partie métallique qu'il y a sur la carte. Vous voulez détacher le module, ben, vous allez chauffer avec un flux d'air chaud le corps de carte, le plastique. La colle va fondre et vous pouvez détacher le module. C'est-à-dire que ça trahit le fait que la personne, enfin quelqu'un, a essayé de détacher le module de la carte. Quand vous regardez la carte de devant, vous voyez qu'ici il y a des filaments de colle, donc il y a un module qui a été collé par-dessus, et il y a surtout ici marqué FUN, F-U-N, alors on va voir ce que c'est après. Et donc ça nous montre que le module qu'il y a sur la carte qui a été saisie n'est pas le module d'origine. Okay? Mais il a été remplacé par un autre module. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fan card? Alors une fan card, si vous allez sur Internet, c'est quelque chose qui est très pratique et très utilisé par les gens qui font de l'électronique en amateur. Donc vous voulez faire une application qui comporte des cartes à puce, par exemple, je ne sais pas, vous faites un club ici à l'ENS et vous voulez, je ne sais pas quoi, avoir un lecteur de badge qui vous permet de à la fois ouvrir le local et à la fois garder des points pour pouvoir donner aux membres du club, je ne sais pas, des avantages. Donc vous avez en idée une application. Eh ben, vous pouvez aller sur Internet, acheter des cartes blanches qu'on appelle des fan cards. Vous avez un SDK qui vous permet de les programmer. Vous pouvez mettre dedans le programme que vous voulez. Donc c'est des cartes qui sont programmables. D'accord ? Des cartes qui sont programmables. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une fan card? Alors là, on fait un peu d'électronique. Donc vous avez ici un ATmega, c'est-à-dire un microprocesseur. Et ici derrière, vous avez une mémoire non volatile, une mémoire flash. Et ça, c'est juste le contact physique. Ça, c'est juste le contact physique. Et donc, vous voyez en fait comment ça marche. C'est-à-dire qu'ici, le microprocesseur peut écrire et lire des données de la flash. Et ici, on peut parler, le monde extérieur peut parler au microprocesseur à travers ces contacts-là. Alors, c'est important de comprendre ce que c'est que ces contacts. VCC que vous voyez ici et VSS, c'est le 0 volt et le 5 volts. C'est avec ça qu'on alimente le microprocesseur. Là, c'est l'horloge. Donc, ça alterne en 0 et de 1. Ça, c'est un signal de reset. Lorsque la carte est mise sous tension et que l'horloge tourne, si vous prenez ce signal-là, qui est normalement haut, et vous le tirez vers le bas, eh ben, vous démarrez la carte. D'accord ? C'est-à-dire, lui démarre. Okay ? Ce contact-là que vous voyez ici est extrêmement important parce que c'est l'IO. C'est sur ce contact-là, sur ce fil-là, que la carte va parler au monde extérieur. C'est-à-dire que lorsqu'elle veut entendre quelque chose, eh ben, elle va lire le contenu de ce bit. Et lorsqu'elle veut écrire quelque chose, elle va écrire ce bit. Et du coup, le monde extérieur va le voir. Donc ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette carte à puce-là. Et la majorité des cartes sont à peu près architecturées comme ça. C'est-à-dire que vous avez un microprocesseur, une mémoire non volatile qui permet de garder des informations dedans, comme une clé USB. Et puis les contacts, donc celui-là, 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 celui-là et celui-là. Les autres, en fait, sont assez exotiques, mais on s'en servira quand même, vous allez voir. On regarde l'épaisseur de cette carte. Je vais vous passer les détails, mais on voit que cette carte est un peu plus épaisse que ce qu'une carte normale doit l'être. Alors, une carte normale, il faut qu'elle ait la norme lui impose une épaisseur très précise. Alors, pourquoi ? Parce que si la carte est trop épaisse, ben, on ne peut pas l'insérer à l'intérieur du lecteur et puis elle endommage le lecteur, parce qu'elle va forcer le lecteur. Et si elle n'est pas assez épaisse, les contacts ne vont pas bien s'établir. C'est-à-dire que les petits ressorts contacts qui doivent se connecter au module ne vont pas appuyer suffisamment fort sur le module et donc vous allez avoir des problématiques de connexion. Donc la norme est extrêmement stricte. Et là, on a une carte qui est un petit peu plus épais qu'une carte normale. Donc une carte normale va pouvoir aller jusqu'à 0,7, celle-là est 0,83, donc ça rentre quand même dans un lecteur, mais ça coince un tout petit peu quand vous le faites. Mais déjà, ce n'est pas normal. Alors bon, si on prend une fan card et on la regarde en rayon X, donc voilà ce qu'on a obtenu. Donc là, ici, vous avez une vraie fan card, une vraie fan card qui est achetée sur Internet. Et puis, vous voyez essentiellement les différents blocs. Donc, en fait,
vous avez ce bloc-là, le 2, là, c'est le microprocesseur, ça c'est ça. Ce bloc 1, c'est ça. Ce que vous voyez ici, là, le gros truc, c'est ça. Okay. Et puis après, vous avez ici deux sortes de fils. Hein. Donc vous avez des petits fils ici qui sont des fils de connexion qui connectent les composants électroniques aux pistes qu'il y a ici. Et les pistes viennent se connecter à travers ces connecteurs-là aux surfaces métalliques qu'il y a ici, qui, elles, sont en contact avec le lecteur externe. Okay. Alors maintenant, on va prendre la carte qui nous a été donnée par le juge et on va regarder, on va essayer de la comparer à ce que doit être une fun card. Surprise. Ici, ce qu'on voit, c'est quelques différences. Alors d'abord, on voit qu'effectivement, on a ici le microprocesseur, on le voit ici, derrière. On voit qu'ici, derrière, on a la mémoire qui est là. Et ce bloc-là, c'est le même que celui-là. Vous voyez, ce petit truc-là, il est là, par exemple. On peut se repérer sur toutes sortes de machins. Ici, on a 4 petits bidules. Et ces 4 petits bidules sont là. Bon, ce n'est pas vraiment à l'échelle. Hein, il faudrait qu'on les mette un peu plus à l'échelle. Mais essentiellement, c'est le même composant. Hein. Donc, vous voyez, là, il y a un là, il y a un là. Donc, c'est exactement pareil. Par contre, on a des gros pâtés là. Vous voyez, donc, en fait, quelqu'un a fait des soudures à l'intérieur. Et surtout, on a une grosse plaque que j'ai notée ici avec le rouge. C'est-à-dire quelque chose de plaqué à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de cette carte, on a quelque chose de très bizarre. C'est-à-dire qu'on a gardé le corps de carte en plastique, on a enlevé la puce qu'il y avait dedans, on a mis une puce qui est une fun card, à laquelle on a ajouté encore autre chose dedans. D'accord ? On a ajouté encore autre chose. Et donc, en fait, comme on va voir, ce truc-là, c'est une carte volée. D'accord ? C'est une autre carte volée. Donc, en fait, c'est une sorte de Frankenstein que les mecs ont fait. Donc, un corps de carte provenant d'une carte, une puce d'une autre carte et une fun card en plus pour gérer toute la pagaille. Et ça marche et ça vole de l'argent. Et donc, en fait, là-dedans, ce qu'on a, c'est une vraie carte, comme on va voir. Et ça, c'est les connexions de cette carte qui ont été ajoutées par le fraudeur. Donc, il a fait des soudures à la main. Il a pris tout ça et il a mis à l'intérieur de la carte, il a collé. Alors, pourquoi et comment ça marche ? Alors, d'abord, on va essayer de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la carte. Alors, pour ça, on a recours à ce qu'on appelle l'analyse en pseudo-couleur. Alors, qu'est-ce que c'est que l'analyse en pseudo-couleur ? L'analyse en pseudo-couleur, elle est simple. C'est le fait que, quand vous voyez des objets qui ont une couleur donnée sur le spectre visible, ils ont la même couleur, il peut y avoir des longueurs d'onde dans lesquelles ils auront des caractéristiques différentes. Donc, par exemple, du noir plastique et du noir charbon, ou du noir métal, peu importe, un métal noir ou je ne sais pas quel autre composé noir, peuvent nous sembler noirs, mais si jamais on regarde ailleurs dans le spectre, on pourra discriminer des matériaux qu'on ne pourrait pas discriminer sur le spectre visible. Donc l'application la plus connue, c'est celle-là. Quand vous passez à l'aéroport, ici, on pourrait tout à fait avoir que ce pistolet est noir tout aussi bien que le sac, je ne sais pas si c'est le cas, mais ici vous voyez qu'en fait, quand on passe dans une longueur d'onde différente, on arrive à distinguer les différents matériaux. Donc ça nous sert à voir ce qui se passe à l'intérieur. Et ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit du vert. Et le vert, c'est en fait la couleur, la pseudo-couleur qui a été attribuée à du cuivre. Donc il y a un gros module, il y a une grosse plaque de cuivre ici au milieu que quelqu'un est venu placer, ce qui n'est pas du tout normal à l'intérieur d'une fun card. Et donc quand on regarde, qu'est-ce que ça nous suggère sur ce qui a été fait ? Donc on a d'abord un corps de plastique provenant d'une carte. C'est la carte de M. PS. Puis on a une carte qui a été volée de quelqu'un d'autre. Et cette carte qui a été volée a été découpée et a été collée sur une fun card. Et en fait, on les a contactés contact par contact. On les a connectés contact par contact. Sauf celui-là qui descend en diagonale. Et ça a une importance. Alors, qu'est-ce qu'on a connecté ? Ici, comme vous avez vu, ça c'était le 5 volts et ça c'était le 0. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on allume la fun card, on allume aussi la carte victime qui est à l'intérieur. Celui-là, c'était le signal de reset. Ça veut dire que lorsqu'on allume la fun card, on réveille la fun card, on réveille aussi cette carte victime. Et ça, c'est l'horloge. Donc, lorsqu'on fournit une horloge à la fun card, on fournit aussi une horloge à la victime. Mais ici, on voit que l'IO de la victime, c'est-à-dire que lorsque la carte victime veut parler à quelqu'un, elle ne parle pas au lecteur, mais elle va parler à ce contact-là de la fun card. C'est-à-dire qu'elle va parler à la fun card. La fun card va la gérer en lui parlant et en l'écoutant.
et c'est elle qui va parler au nom de la carte volée au terminal. D'accord ? C'est-à-dire que lorsque la carte volée souhaite parler, elle va parler à celui qui croit être le terminal, mais en fait elle parle à la fan card. La fan card va réfléchir, va se dire bon ça il faut que je lui dise, ça je lui dis pas, etc. Et je modifie un peu, etc. C'est comme je sais pas quand vous avez des ragots, hein, donc vous parlez, vous dites à quelqu'un, il a dit que, etc. C'est pas tout à fait vrai. Et puis après vous dites à l'autre, d'accord ? Donc en fait elle pense qu'elle parle au terminal, mais en fait c'est la fan card qui parle au lecteur. Et lorsque le lecteur veut lui parler, elle peut censurer, elle peut ne rien lui dire, elle peut lui passer à autre chose, etc. Et donc, on a essayé de dire, puisqu'en fait on a ici une fan card, une fan card comme c'est un SDK, et on peut lire le contenu d'une carte. Et donc on a pris le SDK, on a dit, fan card, donne-nous ton code, déjà qu'on regarde ce qu'il y a dedans. Puis là, la fan card nous dit, non, moi j'ai été bloqué, je ne permets pas la lecture de mon code. Alors on peut se poser la question, pourquoi le dispositif a été bloqué ? Alors, il a été bloqué par le fraudeur pour empêcher un enquêteur de pouvoir lire et comprendre ce qu'il a fait. Alors on peut se poser la question, quel intérêt il a à faire ça ? Alors c'est quelque chose que vous trouvez paradoxalement dans beaucoup de cas de fraude, notamment dans les cas de la télévision à péage. Si vous allez acheter un décodeur pirate, ce que vous n'allez pas faire, parce que vous pouvez télécharger gratuitement. C'est ça, je pense. Mes neveux, c'est ça. Donc, ensuite, c'est filmé. Bon, je ne donnerai pas leur adresse. Donc, vous avez acheté un décodeur de télévision à péage pirate. Ce décodeur de télévision à péage pirate est quelque chose qui a été construit par un fraudeur. Le fraudeur l'a construit de A à Z parce qu'il a fait une rétroconception du vrai décodeur qui permet de voir le câble. Il a tiré les secrets de là-dedans et il a créé un machin. Bon. Et quand on saisit ces objets-là, on voit que ces objets-là sont protégés aussi contre l'analyse. C'est-à-dire que le fraudeur a pris la précaution de mettre dessus des protections, un peu comme ce qu'avait fait le fabricant original des décodeurs. D'après vous, quelle est la raison de ça ? Pourquoi moi, en tant que fraudeur, c'est lui qui fabrique, moi je fabrique des faux décodeurs, pourquoi je les protéger contre l'analyse par des tiers ? Parce que le faux décodeur, il marche exactement de la même façon, avec son identifier la différence. Non, lui, il fonctionne pareil, il décode, il est chez vous à la maison, vous l'avez acheté, vous regardez vos films, vous êtes tranquille. Oui ? Mais de toute manière, on achètera un décodeur et puis si on achète, de deux choses l'une, ou ces décodeurs ne se vendent pas à des très grosses quantités, donc de toute manière ils ne causent pas un gros dommage, ou ils se vendent à des grosses quantités, donc il y en a un qui finit chez l'opérateur de télévision à péage qui va l'analyser. Donc c'est pas... Oui, mais enfin en général, il va changer quelque chose, ou ils vont faire une mise à jour de logiciel. Pourquoi on a besoin de protéger celui-là ? Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on a un fraudeur. Exactement. Le fraudeur se protège, il protège son marché. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il veut, il ne veut pas avoir investi à casser des décodeurs pour qu'ensuite, dès qu'il les met sur le marché, il y a plein de copies de ces copies et que tout, il a travaillé pour rien. Donc en fait, il se protège lui aussi, comme s'il était un industriel. D'accord ? Donc en fait, là, le gars se dit, bon, si jamais une de ces cartes un jour, elle est volée au voleur. D'accord ? Moi, je n'ai pas envie qu'on tire mon code, d'accord ? Ou ça peut être aussi l'enquêteur. Alors là, il s'avère qu'en fait, vous allez voir, il y a des choses il y a des protections qui sont pour protéger sa propriété intellectuelle. Il y a des choses qui sont pour que la preuve par l'enquêteur soit plus difficile. Et il y a des choses aussi qui sont des protections pour qu'ils ne puissent pas être détectés, par exemple, par des mises à jour logicielles du terminal, et on va le voir. On lit la piste magnétique, donc la piste magnétique est normale, donc je passe ça. Et quand on regarde ce qu'il y a sur la piste magnétique, là on voit que le numéro est différent de celui de la carte d'avant, la date d'expiration est différente, et surtout la puce nous dit
Pardon, excusez-moi, ça c'est pas la lecture de la puce, c'est la lecture de la piste, mais de la puce. Donc là, on est en train de lire la puce. Et la puce nous dit, moi je suis une puce dont le numéro est 79, j'expire en 2011 et mon propriétaire est HD. Donc en fait, on voit bien que le module électrique n'appartient pas à la carte de la première personne qui s'appelait, si vos mémoires sont bonnes, SE ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle, SD ou je ne sais pas comment. Voilà. Donc en fait, on voit qu'on a effectivement un module provenant d'une carte et un corps d'information qui vient d'un autre. Donc c'est une combinaison de deux cartes. Alors, comment ça fonctionne? On va à 2010, où deux chercheurs de Cambridge, ou quatre chercheurs de Cambridge, qui ont publié un article qui s'appelle Chip and Pin is broken. Donc ça, c'est le système de cartes. Et voilà en fait ce qui se passe lorsque vous faites une transaction EMV. Alors chaque fois que vous achetez quelque chose avec votre carte bleue, ben, ce genre de choses-là qui démarre. Alors il y a trois phases en fait ici. Donc, vous voyez qu'il y a des barres ici. Donc c'est un protocole qui est très compliqué, mais on ne va pas s'intéresser à ça. On ne va pas s'intéresser à ça parce qu'il n'y a absolument rien dedans qui nous intéresse. C'est là en fait où ça se passe. Et en fait, vous voyez qu'en fait il y a trois phases. Une qui s'appelle l'authentification de la carte. Donc c'est le terminal qui va faire plein de choses, envoyer des commandes à la carte pour pouvoir authentifier la carte. Ici, vous avez la banque, pour simplifier, qui va parler au terminal, qui va parler à la carte. D'accord? Donc en fait, c'est l'autorisation de la transaction. Donc ici, essentiellement, la communication va se passer ici. Donc c'est entre la banque et le terminal. Donc le terminal va commencer par vérifier que la carte est bonne. Ensuite, il va se passer ça qui va nous intéresser. Et puis là, derrière, le terminal et la carte vont dire à la banque, c'est bon, on peut comptabiliser la transaction. Et au milieu ici, il y a la vérification du porteur. Et qu'est-ce que c'est que la vérification du porteur? C'est simplement la vérification de votre mot de passe. Alors, comment est-ce que le mot de passe est vérifié? Le mot de passe est vérifié d'une manière assez simple. Ça, c'est le compteur du nombre de fausses présentations que vous avez fait, donc on peut l'oublier, celui-là. Et en fait, c'est ces deux flèches-là. Alors, c'est super simple. Vous rentrez votre code sur le terminal, le PIN. Le PIN va être envoyé à la carte, d'accord? Et la carte va dire, c'est bien le PIN que j'ai à l'intérieur de moi ou pas. D'accord? Donc, vous soumettez à votre carte le PIN qui est saisi sur le terminal, et la carte va dire, oui, c'est bien le PIN qui est à l'intérieur de moi ou pas. Et si la carte dit, c'est pas le PIN qui est à l'intérieur de moi, on arrête la transaction là. Okay? Donc, vous comprenez bien ce qui est en train de se passer ici. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on vole une carte, on la modifie, mais on ne connaît pas le PIN, puisqu'on a tiré la carte à une personne, donc on ne sait pas quel est le PIN. Mais ce n'est pas grave, on n'aura pas besoin de PIN. Pourquoi on n'aura pas besoin de PIN? Parce qu'en fait, maintenant, à l'aide de la fun card, lorsque on va nous envoyer un PIN quelconque, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas le passer à la carte. On va répondre tout de suite oui. D'accord? Donc voilà ce qui se passe. Donc c'est ce qu'on appelle un MITM, un man in the middle, un homme au milieu. Donc en fait c'est quelqu'un qui est assis ici. Et en fait qu'est-ce qui va se faire? On va laisser la carte de l'authentification, là, tout le gros truc passer, on s'en fiche. Mais lorsque le PIN arrive, il n'ira même pas à la carte. C'est-à-dire il fera un retour, oui. Et puis après on va reparler avec la carte. Donc comme on a quelqu'un qui est ici, qui est la fun card, et ici qui est la carte volée, il n'y a aucun problème. Donc à l'époque, ils ont fait une preuve de concept. Donc en fait, ça c'est la preuve de concept qui leur a permis de montrer toute une chaîne de comment en fait ce truc-là va être fait. Donc là, vous avez la vraie carte, et puis un FPGA, et puis un machin, et puis le terminal. Alors ils ont fait effectivement une expérience dans un magasin avec tout ce truc. Donc ils ont mis tout ça dans un sac à dos. Et la carte qui est ici, c'est cette carte-là. En fait, donc, elle était dans le sac à dos, et ils avaient une sorte de fun card comme ça. Et en fait, ce n'est pas vraiment une fun card qu'ils avaient, mais juste un connecteur. Hein, mais l'équivalent de la fun card était ici et dans le PC. Ce n'était pas une fun card, c'était juste le connecteur physique. Et ce connecteur physique, il sortait avec des ficelles comme ça, sous la main. Là, il passait en fait des ficelles comme ça dans le sac à dos. Alors il venait au magasin, il disait, monsieur, vous allez payer? Alors oui, très bien, j'ai ma carte. Il est là, la carte. Voilà, donc j'insère la carte. Je garde ma main parce qu'il y a une ficelle si je tire. D'accord? Je fais aussi mon code dessus, comme ça, et puis la transaction passe, et en fait, ma vraie carte, elle est dans le sac, d'accord, elle est derrière. Donc voilà. Et puis, peu importe quel PIN je fais, même si ce n'est pas le PIN de ma carte, ça passe.
Donc ça, ils ont montré, et puis ils ont montré après qu'ils arrivaient effectivement à dire verified by PIN, alors que ça ne l'a pas été, gros scandale, parce que du coup, tous les gens qui se font voler des cartes, ils disent, ah bah oui, non, c'est pas de ma faute, hein, moi le PIN, je ne l'ai jamais donné, je ne l'ai jamais composé, etc. Et il n'y a pas de trace du PIN que vous avez composé qui reste dans le terminal. Donc voilà. Et donc en fait, le modus operandi du truc, c'est, vous avez le point of sale terminal, donc c'est le terminal, ça c'est la carte, la fan card de la carte. Et normalement, ce qui va se passer, c'est vous envoyez une commande. Donc en fait, ça c'est les formats avec lesquels les cartes communiquent avec les terminaux. Donc vous avez ici en fait un protocole. Alors dans ce protocole-là, ça se passe comme ça. Vous avez 5 données qui sont en tête de commande. Donc ça peut vouloir dire, je ne sais pas, converti de majuscule en minuscule par exemple. Donc en fait, ces choses-là encodent en fait la commande. Et le set que vous voyez ici, c'est le nombre de données qui sont attendues. Donc vous envoyez la commande à la carte. Le protocole veut que la carte, une fois qu'elle a compris votre commande, et vous fait un acknowledge en répétant le deuxième octet. Alors pourquoi le deuxième octet? Enfin, c'est le protocole. Donc en fait, vous dites commande 00A40400, j'attends 7 data, 7 octets, et la carte dit A4, j'ai compris ta commande. Donc lui, il dit, OK, elle a compris. Et puis juste après, on peut envoyer les données, on peut envoyer les 7 octets, ou dans ce sens, ou dans ce sens, ça dépend si la commande est une commande dans laquelle on fait entrer de données, on fait sortir de données. Et à la fin de la commande, la carte va donner un octet de statut ici, qui veut dire si ça s'est bien passé ou pas. Enfin, ça c'est une sorte de valeur de retour, 2 octets, qui vont dire si ça s'est bien passé ou pas. Donc en fait, on voit ce qui s'est passé. Donc lui, on voit une commande, elle répète la commande, elle dit quelque chose, elle répète ça, lui donne les données sont transmises, il donne un statut, le statut est transmis. Là, c'est lorsqu'il intervient de rien. Et ça, c'est quand? C'est lors de ces phases-là, celle-là et celle-là. C'est voilà ce qui se passe. OK. Alors, si jamais ce qu'on a dit est bon, si notre hypothèse était bonne, ça veut dire que lorsque on regarde le signal qui est ici, on devrait voir quoi? On devrait voir l'écho de toutes ces choses. C'est-à-dire qu'on a un écho entre ça et ça. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui rentre ici et puis quelques temps après, il vient là. Donc, il suffit de mettre ici un oscilloscope pour voir ça. Mais en fait, lorsque vous le faites, vous n'avez aucune activité. Question, pourquoi on ne voit aucune activité? Là, c'est ce que m'avait dit quelqu'un ici, qui était que ça pourrait permettre de détecter un faux. C'est-à-dire que si j'ai un terminal de paiement, il suffit que j'écoute ce contact-là qui normalement ne doit rien avoir comme activité, parce qu'en fait c'est à l'intérieur de mon connecteur. Et si je vois ici des choses bizarres, et qu'en plus j'ai attrapé la fraude, donc je sais exactement ce qu'il fait, à partir de ce moment-là, je sais que cette carte est à rejeter. Donc je peux faire un test facile. Donc ce qu'ils font, c'est qu'en fait il faut qu'en plus, je ne puisse pas voir ça de l'extérieur. Voilà comment ils procèdent. Donc en fait, ils pensent à comment je ferai le jour où je détecterai. C'est-à-dire ils pensent à la contre-mesure que je vais mettre dans le terminal. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez que ça c'est la fan card normale. Ils sont venus gratter le connecteur ici, de sorte à ce que le contact soit non connecté. C'est-à-dire que quand je mets mon oscilloscope ici, ils peuvent effectivement communiquer, mais je ne peux pas les voir de l'extérieur, parce qu'en fait, c'est ça qui va me permettre de les voir de l'extérieur. D'accord? Donc, ils ont gratté le contact pour que je ne puisse pas. Alors, puisqu'on ne peut pas savoir ce qui se passe et qu'il faut quand même apporter une preuve au tribunal, il nous faut des moyens. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme moyen? On mesure la consommation de courant du dispositif pendant qu'il travaille. Et donc, en fait, ici, on a une commande avec les 7 octets qui arrivent, et donc on mesure en fait l'activité. Ça, c'est le bleu, c'est la ligne IO. Donc, on regarde ce qui se passe sur la ligne IO. Et là, derrière, c'est la consommation de courant du bidule. Et ce qui est vachement intéressant, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que vous voyez que là, il y a une commande qui est en train d'arriver. Okay? Donc, ça, cette commande est en train d'arriver. Dès que la commande est arrivée, tac, 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 ça s'active à l'intérieur. Et le même pattern qu'on voit ici va temporellement se causer ici. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, il se passe que la fun card est en train de répéter à son prisonnier ce qu'elle a entendu. Les données arrivent ici. Et ces données-là vont être transmises au prisonnier derrière. Le prisonnier répond. Donc vous voyez que le rouge, il y a une consommation de courant ici avant qu'on transmette. Et puis, la fun card transmet ça à l'extérieur. Donc on voit bien au niveau du pattern de consommation de courant, donc en faisant juste de l'analyse du signal qui est émis par le dispositif,
effectivement comment se passent ces procédures de répétition. Donc vous avez ici, encore une fois, donc ici je vous l'ai mis en couleur pour que vous puissiez le voir. Donc en bleu, c'est lorsque le terminal parle à la fan card, en rouge, la fan card parle à la carte volée, en vert, la carte volée parle à la fan card, et en noir, la fan card parle au POS. Alors ça rappelle un petit peu, je ne sais pas, il y avait une fois, j'avais vu un film comme ça, je ne sais plus si c'est la Note de Funès ou un truc comme ça, où ils cherchaient 2 traducteurs, genre anglais-français, mais ils n'ont pas trouvé. Par contre, ils ont trouvé anglais, japonais, japonais, malais, malais, hébreu, hébreu, je ne sais pas quoi. Et donc ils ont tous aligné comme ça. Et il y avait un politicien, oh non, je pense que c'était Bananas avec Woody Allen. Et donc en fait, ils ont mis un ici et ils ont mis un là-bas. Et puis un chef d'État ici, un autre chef d'État là-bas. Alors il dit quelque chose, je suis très content de vous voir. Ça se traduit comme ça, ça part. Et puis après l'autre il dit moi aussi, et ça part dans l'autre sens, etc. Et puis au bout d'un moment, il y en a un comme ça qui dit ah ah. Alors le traducteur dit ah 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 ah. Donc le ah ah aussi, il est en train de transiter dans l'autre. Et donc en fait, c'est après la même chose. Hein. Donc en fait, on a les gens qui parlent comme ça. Donc on a le post, la fan card, le stolen card, et ça part de l'un à l'autre. Et donc en fait, vous voyez ici en fait la décomposition de ça sur les commandes que je vous ai dit avant. Et temporellement, vous voyez c'est le code couleur qu'il y a ici. Voilà. Donc en fait ici, ça confirme ces modus operandi. C'est exactement la même chose. Hein. Donc sur une autre commande, hein, juste pour que vous puissiez le voir. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est la commande Verify PIN. Ça, c'est la commande qui dit si un PIN est bon ou pas. Et donc, en fait, vous envoyez ici votre commande. Ici, vous envoyez votre PIN. Pourquoi il y a ici un 11, je n'ai aucune idée. Mais enfin, bon. Mais enfin, on suppose que c'est le 2411 le PIN. Je pense que c'est ça. Et puis, le truc vous répond 9000 qui veut dire PIN vérifié correctement. Et vous voyez que contrairement aux autres, même s'il avait voulu transmettre, il n'aurait pas eu le temps de transmettre parce que la commande s'est terminée ici et la transmission d'un octet, c'est ce temps-là. Maintenant, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas la transmission d'un octet qu'il est coupable. Preuve d'absence, absence de preuve n'est pas une absence, une preuve d'absence. Une absence de preuve n'est pas une preuve d'absence, comme on dit. Hein. Donc, voilà. Donc, en fait, ce n'est pas pour ça qu'il est coupable. Mais en fait, on voit que ça varie. Ce n'est pas comme les autres où, en fait, il y a un temps qui est passé ici qui demande la retransmission de tout ça. Là, il répond tout de suite. Là, il n'y a rien à faire. Il dit 90 €. Donc, on confirme, en fait, ça. Et donc, on a demandé au juge, est-ce qu'on peut maintenant casser ce scellé, casser la carte pour comprendre... pour la finaliser. Donc il dit OK, donc on a pris ça, on l'a cassé, on a d'abord passé le truc à l'acétone pour dissoudre le plastique, on a revu le module, donc en fait voilà qu'on voit. Et effectivement, lorsque vous le sortez, vous trouvez à l'intérieur cette carte-là, qui est la carte volée. Et en fait ici, vous voyez que cette carte a été découpée sur ce pattern-là, et ça c'est le pattern normal des cartes qu'on a redessiné ici pour expliquer. Et voilà en fait le diagramme de comment on l'a trouvé, ce qui confirme exactement ce qu'on avait vu. Okay. Donc en conclusion, vous voyez que des fraudeurs, alors quel est le scénario de fraude ici? Je vole une carte, je vais au labo, je ne connais pas le PIN, j'ai juste tiré le portefeuille à quelqu'un, je la modifie, je fais ma soudure, je retire de l'argent avec. Okay. Donc en fait vous voyez qu'on parle de gens qui ont des outils assez avancés, qui sont des ingénieurs assez doués. En tout cas, un mec comme ça aura son diplôme d'ingénieur, qui sont très au courant de publications académiques, ils ont vraiment lu la publication de Cambridge, et ils vont utiliser aussi des contre-mesures anti-expertales. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, si vous ne concevez pas votre dispositif avec ça en tête, eh bien, vous finirez par avoir des problèmes. Alors ça, c'était la deuxième. Je ne sais pas de combien de temps on dispose, parce qu'on a commencé un petit peu en retard. Ok, donc on a encore un tout petit peu de temps. Et donc, quelques... Des questions là-dessus peut-être avant? Oui? Est-ce que vous savez s'il y a des techniques qui sont utilisées peut-être aujourd'hui, par exemple pour simuler la consommation électrique pour masquer ce genre de...
Oui, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de contre-mesures qui sont faites. C'est un domaine de recherche très actif qui s'appelle les attaques par canaux cachés, side channel attacks, qui consiste à essayer de comprendre quel est le secret qui est manipulé par un système en mesurant sa consommation de courant, ou le rayonnement électromagnétique qui sort, ou même le temps qu'il met pour pouvoir rendre une réponse. Je vais vous donner un exemple très simple. Supposez que je fais simplement juste une comparaison de PIN ou de mot de passe. Je prends un PC et puis je fais une comparaison de mot de passe. Donc je fais une comparaison de mot de passe et puis on programme la comparaison du mot de passe exactement comme ce que vous avez appris. C'est-à-dire vous êtes des informaticiens bien formés et donc on vous a répété qu'il ne faut pas faire des opérations inutiles. Donc lorsque vous avez à faire une opération, vous allez la faire au plus vite possible, vous allez chercher à être efficace. Donc si je vous donne 2 chaînes d'octets à comparer, qu'est-ce que vous faites? Vous comparez les 2 premiers octets, s'ils sont les mêmes, vous passez au suivant, et puis dès qu'ils diffèrent, vous me rendez la réponse en disant ils ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas la peine d'aller continuer à comparer. Et avec ça, on arrive à sortir un mot de passe d'un PC, par exemple. Alors comment? Supposons que le mot de passe est entré via le clavier, tout simplement, et qu'une fois que j'ai validé l'entrée du mot de passe, ça va m'afficher sur l'écran, mot de passe pas bon ou mot de passe bon. Et on suppose qu'il n'y a pas de compteur de ratification, c'est-à-dire que je ne suis pas limité à 10 essais ou à 5 essais. On peut tout à fait prendre des photodétecteurs qu'on va placer à l'endroit où il faut. On va venir changer la connectique clavier, de sorte à pouvoir simuler une entrée d'un mot de passe avec le clavier. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par le mot de passe qui commence par, supposons qu'on a c'est que des lettres, mais ça peut être des lettres, des chiffres, tout ce que vous voulez, même du japonais. Je commence par le mot de passe qui commence par la lettre A, la lettre B, la lettre C, la lettre D, la lettre E, etc. Et puis derrière, que des zéros ou que des X, peu importe. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais me faire jeter tout le temps, d'accord? Mais une fois, je vais me faire jeter un peu plus après. Pourquoi? Parce qu'il a passé à la comparaison du deuxième caractère. D'accord? Et donc du coup, je prends en fait celui-là, je le fixe, et puis je passe au deuxième. Puis je fixe et je passe au troisième, et je fixe et je passe au quatrième. Donc vous voyez que je ne fais pas de la recherche exhaustive où je fais 2 à la puissance k, d'accord? Mais je fais chaque fois en fait l'alphabet, d'accord? Excusez-moi, je ne fais pas le 26 à la puissance k, mais chaque fois, je vais multiplier en fait 26 fois le nombre de donc j'ai 26K au lieu de 26 à la puissance K. Donc ça va assez vite. Et donc comme ça, je vais pouvoir détecter un mot de passe, même si le mot de passe est très long. Simplement, pourquoi? Parce que je mesure le temps que le système met pour me dire non. Donc comment est-ce que vous allez faire une comparaison utile de mots de passe si vous êtes un bon informaticien et que c'est un mot de passe? C'est assez simple. Vous prenez le mot de passe de départ, vous avez celui que vous avez dans la machine, vous faites le OU exclusif entre les deux, octet par octet. D'accord? Donc normalement, s'ils sont les mêmes, vous avez un 0. Après, vous prenez tous les octets, vous faites un OU logique entre eux. Donc s'il y avait un 1 qui a survécu quelque part, il va survivre dans le OU logique. Vous vous retrouvez avec un octet et vous testez si cet octet-là est nul ou pas, par exemple. Okay. Vous pouvez faire des choses un peu plus sioux en comparant le temps, mesurant les temps, pour faire en sorte que même quand vous arrêtez, vous pensez passer plus de temps, etc. Mais au moins, comme ça, vous avez l'exécution en temps constant. Et on a la même chose sur la consommation de courant. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui toute une science de gens, il y a une conférence qui s'appelle CHESS, Cryptography Hardware for Embedded Systems, où ils ne font que ça, c'est-à-dire ils regardent la consommation de courant des rayonnements électromagnétiques et ils arrivent à inférer de là-dedans ce qui se passe à l'intérieur. Okay. D'autres questions? Non? Ok, donc on va passer à la dernière partie, qui n'est pas de moi, mais que j'ai mis en forme. Et c'était juste pour vous donner un petit peu quelques applications des maths en sciences forensiques. Et donc là, je vais vous parlais en fait, dans l'expérience judiciaire, je vais vous montrer en fait deux choses. De la prévision de taches de sang, comment on fait pour savoir comment un coup a été porté, et aussi des bris de glace. Donc vous voyez qu'en fait, il y a des gens qui s'intéressent à des maths extrêmement lourdes et à de l'informatique très lourde pour savoir, par exemple, comment un morceau de glace qui se retrouvait sur le vêtement de quelqu'un a pu atterrir et comment une glace a été brisée. Okay, comment une glace a été brisée.
Donc, typiquement, lorsqu'on parle de taches de sang projetées ou actives, vous avez cette règle physique qui est que vous avez la victime qui était là, et puis le sang est projeté parce qu'on l'a frappé, on l'a blessé, et les taches de sang vont devenir de plus en plus allongées. Okay, donc, elles sont de plus en plus allongées. Donc en fait là, là où il y a eu l'impact, le sang coule en général. Là où il était projeté, vous avez ces élongations-là. Et ce qui intéresse beaucoup les enquêteurs, c'est de savoir si je peux mesurer ces élongations-là, de savoir où était la victime, comment le coup a été porté et où était la personne qui l'a attaqué. Donc on distingue en fait trois types d'impacts. Les impacts à faible vitesse. Donc les impacts à faible vitesse, ça vous pouvez essayer après, une fois que vous êtes... Soit vous prenez quelqu'un, vous essayez, vous verrez ce que ça donne. Donc les impacts à faible vitesse, c'est quoi? En général, la personne qui a été impactée, son sang va se mettre à couler. Il va couler de manière verticale, et il va former en fait des quasi-cercles. Pourquoi? Parce que la vitesse n'a pas projeté le sang. Lorsque la vitesse est moyenne, donc là quelqu'un a reçu un coup de batte de baseball, là ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des gouttes avec un diamètre qui lui va commencer à se rétrécir, et l'élongation va être de taille moyenne. Et les impacts à haute vélocité, c'est typiquement celles des armes à feu, vont faire de la dispersion des taches qui est très caractéristique et qui font des diamètres vraiment très très petits. Donc les diamètres vont devenir petits au fur et à mesure où l'impact va être élevé. Et donc, la grosse question que se posent les investigateurs, c'est d'où est-ce que le sang est venu. Et donc ici, vous avez un autre phénomène qui est intéressant et qui a été modélisé. C'est en fait ce qu'on appelle les taches satellites. Donc là où vous avez une tache de sang qui s'est projetée, une partie de cette tache-là va retomber et va former une tache satellite qui est orientée de manière différente, et ça se modélise. Alors, la question c'est comprendre pourquoi. Pourquoi en fait il y a ça? Alors il y a des modèles qui sont développés. Donc vous avez là la goutte de sang qui arrive, et elle arrive dans cette direction. Là vous avez la surface, et puis elle va s'étaler là. Ça c'est la théorie. D'accord? Ça c'est la théorie. Dans la pratique, c'est ça ce que vous avez. C'est-à-dire que vous avez effectivement cet étalement ici, que vous pouvez mesurer, mais en général, ça va former ici quelque chose qui n'est pas linéaire. Alors là-dessus, il existe des modèles, et donc le modèle va consister à relever ça au microscope, le faire rentrer à un ordinateur, faire ça goutte par goutte, enfin tâche par tâche, et ensuite assembler les tâches pour trouver d'où ça pouvait venir. Okay. Donc travailler à partir des taches de sang pour revenir à la position de départ de laquelle le sang a été... Alors, vous voyez ici typiquement ce qu'on va faire. Donc en fait ici, on va trouver certaines taches qui ont été distribuées comme ça, d'autres qui ont été distribuées comme ça. Et puis, c'est l'endroit où l'impact a été pris. Donc c'est de ça, de là-bas où le sang est parti.
Et donc en fait, en relevant ces choses-là, en les mettant dans un logiciel spécifique, typiquement un exemple ici, vous pouvez essayer de reconstituer l'impact. Donc voilà ce qu'est fait le logiciel. Donc le logiciel va tracer les différentes... donc on va prendre ici des gouttes qu'on aura relevées, et le logiciel va les analyser pour trouver les trajectoires en tenant compte maintenant de pas mal de phénomènes qui ne sont pas linéaires. Alors les phénomènes qui ne sont pas linéaires sont quoi? On va les voir. Donc ça c'est une scène réelle. Ça c'est ce que le logiciel simule. Donc vous faites un relevé de la scène de crime et puis il va regarder où est-ce que les coups ont été portés. Alors, il va estimer la vitesse d'après les ratios des gouttes et surtout il va prendre en compte deux choses, la gravité et la résistance de l'air, c'est-à-dire le fait que l'air va résister. Donc aujourd'hui, vous avez des modèles et des logiciels assez compliqués qui font ça pour pouvoir le calculer. Alors, la pointe de la pointe consiste à faire de la déconvolution. Alors, qu'est-ce que c'est que la déconvolution? C'est-à-dire que pendant qu'on m'a frappé, moi j'ai bougé et j'ai ajouté de l'énergie aux gouttes de sang que j'ai envoyées. Donc, ce n'est pas seulement le coup qui a fait que, mais j'ai aussi un mouvement. Et ce mouvement que j'ai fait est un mouvement qui est inconnu a priori, et donc on va essayer de l'estimer en fonction de la distribution des gouttes qui sont venues ici. Donc encore un endroit où on fait beaucoup de maths. Et juste pour vous donner un exemple de comment on mesure ces choses-là et comment on fabrique ces modèles-là, avec des machines à asperger du sang ou des produits qui sont similaires, qui permettent ensuite derrière de pouvoir créer des modèles. Alors pour les bris de glace, c'est encore pire. Donc là, vous avez par exemple une thèse de master que vous pouvez reprendre sur Internet si vous voulez. Et donc cette dame qui s'appelle Sonia Shears s'est intéressée aux bris de glace dans un contexte d'expertise judiciaire. Donc quelqu'un a cassé la fenêtre chez vous. Vous avez trouvé des petits morceaux de glace sur un vêtement. Comment est-ce que vous pouvez savoir quelle était la dispersion de la glace? Donc il y a des gens qui font de la physique extrêmement poussée dans une visée d'expertise judiciaire. Voilà, donc c'était juste pour vous donner quelques exemples pour vous montrer que si le domaine vous intéresse, c'est très divers, il y a beaucoup de diversité là-dedans. On a des très bons contacts avec la gendarmerie en France et avec d'autres laboratoires. Et surtout, si vous voulez véritablement faire partie de ces équipes, c'est-à-dire vraiment revêtir un uniforme bleu et aller à l'IRCGN et de manipuler des vrais scellés, ces gens-là cherchent et chaque année, en fait, on leur envoie des jeunes. Typiquement, on a un premier doctorant qui s'appelait Thomas Souvigné qui a fait sa thèse sur des skimmers, c'est des appareils d'écoute de vol d'informations. On a un autre officier de gendarmerie qui s'appelle Eric Fressinet qui a fait sa thèse sur les botnets. C'est des réseaux d'ordinateurs zombies qui lancent des attaques et qui volent des données aux utilisateurs. Et là, on a un troisième qui s'appelle Thibaut Ekman qui est en train de travailler sur l'extraction de données effacées de téléphones mobiles lorsqu'ils sont endommagés ou lorsque des données ont été effacées intentionnellement. Donc si ça vous intéresse, ce genre de choses, vous pouvez même le visiter. Alors lorsque c'est visiter, en fait, l'IRCGN, c'est quelque chose de très intéressant. Voilà, donc des questions? Bon, oui. Combien de temps ça prend, par exemple, pour la carte, de travailler comme ça pour la gendarmerie? Alors là, cette analyse-là, c'était à peu près 3 mois d'analyse. En tout et pour tout, on était plusieurs, on était 5 ou 6, donc 3 mois au total, moi homme. Ce qui veut dire qu'au total, ça a dû nous prendre une dizaine de jours par personne. Chacun s'occupait, comme vous avez pu voir, d'aspects différents. Lorsque vous êtes réserviste, vous ferez à peu près une vingtaine de jours sur des cas. Donc ce n'est pas quelque chose de super lourd. Mais c'est surtout intéressant parce que ça permet de voir en fait, véritablement
comment les fraudeurs agissent. C'est ça qui est surtout la grosse motivation, c'est de trouver des choses nouvelles qui ont été une vingtaine de jours par an à peu près. Parfois 10 même. D'autres questions? Ben écoutez, alors bienvenue et j'espère qu'au moins ça vous a plu et que ça vous a intéressé.